C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal, Notre terre, notre futur. C'est sur ce thème que se tiennent les travaux de la COP16. Cette année, c'est Riyad qui accueille les délégations des pays et organisations. Au cœur des débats, trouver des moyens pour freiner la dégradation des terres. Des établissements scolaires sont réhabilités à Massanta pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage aux élèves de la localité. C'est une action du gouvernement pour qualifier le système éducatif guinéen. Ce soir, dans la rétrospective des faits marquants de l'année 2024, on s'intéresse au ministère de l'Information et de la Communication. Il y a eu des avancées significatives dans le programme de couverture intégrale du territoire national afin de faciliter l'accès à l'information. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, COP16 sur lutte contre la désertification. Cette année, l'événement se tient à Riyad, en Arabie Saoudite. Des pays et organisations du monde entier échangent actuellement sur la nécessité de travailler de façon concertée pour freiner la dégradation des terres. La Guinée y est représentée par une délégation conduite par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mamadou Alpha Baldé. Envoyé spécial. Lutter contre la dégradation des terres et des ressources en eau, freiner l'avancée du désert, investir dans la restauration et la fertilisation des terres, la COP16 sur la désertification ne manque pas d'ambition. Des délégations venues de tous les continents se retrouvent en Arabie Saoudite, pays désertique, pour tenter de trouver des solutions durables. Plus de 3 milliards de personnes sont touchées par la désertification dans le monde. La Guinée, déjà aux portes du Sahel, entend jouer un rôle fondamental dans la lutte contre la désertification. En Guinée, la lutte contre la désertification est intégrée aux politiques nationales, telles que le Programme d'action nationale de lutte contre la désertification. Ces efforts visent à restaurer les écosystèmes dégradés, renforcer la résilience des communautés et promouvoir une gestion durable des terres. La Guinée, située aux portes du Sahel, n'échappe pas au phénomène de désertification, de dégradation des terres et de sécheresse. Et c'est ainsi que la Guinée invite la communauté internationale à mobiliser les ressources nécessaires pour la restauration du massif du Fouta Djallon, dont le rôle est essentiel dans la préservation des ressources en eau. Aussi, j'invite les partenaires techniques et financiers ici présents à accorder une attention particulière aux initiatives majeures portées par la Guinée dans ce cadre. À Riyad, la délégation guinéenne a rencontré plusieurs partenaires bi- et multilatéraux, à l'image de cette rencontre avec ses responsables du Fonds saoudien qui compte financer plusieurs projets écologiques en Afrique. Il a été demandé que nous puissions faire le suivi avec l'ambassade de la Guinée au niveau du Royaume de l'Arabie Saoudite pour assurer le suivi, l'adhésion de la Guinée à l'initiative dont le document a été signé. Et il est évident que le Royaume d'Arabie Saoudite va beaucoup appuyer la Guinée en ce qui concerne la réalisation de certains projets environnementaux dans le domaine du changement climatique, de la biodiversité, mais aussi de la lutte contre la désertification. La ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Guinée a aussi participé à plusieurs sessions de travail où elle a porté la voix et les positions de son pays pour plus d'investissements dans la lutte contre la dégradation des terres qui touche déjà plus de 40% de la planète. À Kankan et à Mandiana, des chantiers de désenclavement sont officiellement lancés. L'enjeu est de soulager les producteurs souvent confrontés à des contraintes de mobilité et des travaux d'entretien périodiques des pistes rurales sont aussi envisagés pour la mise en œuvre de la politique de maintenance préventive. Reportage Fodé Kamara. À Kankan, dans la sous-préfecture de Baté-Nafagui, pour faciliter l'accès aux zones de production, une piste rurale de 20 km sera reconstruite. Ce chantier de désenclavement est une réponse au cri du cœur des producteurs de cette localité à vocation agro-pastorale. D'ores et déjà, la question des entretiens périodiques est l'une des priorités de la Direction nationale du génie rural.
Nous, en tant que maîtres d'ouvrage, nous allons suivre ces entretiens-là avec la communauté parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur un système que nous appelons les CVEP, Comités Villageois d'entretien des pistes. Donc, les CVEP seront formés non seulement pour entretenir les pistes, mais aussi les ouvrages aussi, afin que ces investissements qui sont réalisés perdurent. De Cancan, direction Mandiana, pour la pose de la première pierre des travaux de construction d'un pont à Bankoumana, dans la commune rurale de Kignéran. Avant l'arrivée de ce pont, beaucoup de personnes se sont noyées dans le fleuve là. On ne peut même pas connaître le nombre exact. Parce que chaque année, ça tue des gens ici. Avec un délai d'exécution de 6 mois, la réalisation de ce pont va faciliter les échanges entre les sous-préfectures de Kignéran et Balandougouba, de grandes zones de production avec des paysans disposant d'une plaine de plus de 1000 hectares. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a 6 mois, on était passé. La population de Bankoumana avait exprimé le besoin à ce qu'on réalise leur pont à travers monsieur le ministre. Donc, quand on est parti à Conakry, le président de la République a donné des instructions fermes pour la réalisation de ce pont. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a lancé un appel d'offres et puis une entreprise a été recrutée pour faire ces travaux. Donc, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour le lancement des travaux de ce pont. Le pont que notre gouvernement va commencer à construire aujourd'hui ne sera pas seulement une infrastructure. Il représentera aussi un véritable symbole de progrès et d'unité. Pour nos agriculteurs, il facilitera le transport de leurs produits vers les marchés, leur permettant ainsi d'accroître leurs revenus et d'améliorer leur qualité de vie. Pour nos élèves et nos travailleurs, il offrira une accessibilité accrue, réduisant les distances et améliorant leur quotidien. L'enclavement des zones de production est l'un des freins à la croissance de l'économie rurale. La réhabilitation des pistes et la construction des ouvrages de franchissement figurent en première ligne des requêtes des producteurs de l'arrière-pays. On prend maintenant la direction de Massanta où le gouvernement vient de réhabiliter plusieurs infrastructures scolaires dont l'école primaire Zézé Bokoni en toile de fond, créer un meilleur cadre d'apprentissage aux élèves en milieu rural et périurbain. Mais pendant ce temps, certaines écoles souffrent du manque de rénovation et d'enseignement. Moussa Komara pour les explications. C'est l'une des plus vieilles écoles primaires de Massanta. Zézé Bokoni, créée en 1958, n'avait jamais été rénovée. Mais grâce au président de la République, elle fait peau neuve. Les conditions difficiles d'apprentissage des enfants et des enseignants sont au passé. Je remercie le président de la République, son excellent général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Et par rapport à l'appui qu'il a apporté à notre école parmi tant au sein de notre préfecture. Comme cette école, 2 autres infrastructures scolaires sont aussi réhabilitées. Il s'agit de ce lycée collège TP à moitié rénové et cette école primaire Boussé. L'objectif étant d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux enseignants et aux élèves. Nous sommes tellement fiers parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce tel acte. Pour en tout cas une première fois, même le secondaire bénéficie d'un appui de la part du gouvernement. Ça, c'est une satisfaction aujourd'hui pour nous. Donc, cet appui nous a permis de donner des matériels, petits matériels de bureau à mes 305 écoles de la préfecture de Massanta. Cette année, presque toutes les écoles de la préfecture de Massanta ont reçu des appuis substantiels du gouvernement. Présentation des lettres de créance en Sri Lanka. Récemment, l'ambassadeur Alassane Conté a présenté les documents qu'il accrédite auprès du président sri-lankais comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Guinée. Une présentation couronnée par un début de coopération entre les deux pays. Makemedunso. C'est dans un respect absolu de l'ordre protocolaire que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Alassane Conté a été reçu au palais de la Colombe. Le diplomate guinéen a remis officiellement ses lettres de créance au président de la République socialiste démocratique de Sri Lanka, son Excellence Anura Dissanayake.
L'ambassadeur Conté a profité de l'occasion pour transmettre au chef d'État sri-lankais les salutations et félicitations du président général Mamadi Doumbouya suite à sa brillante élection du 21 septembre passé à la magistrature suprême de son pays. L'ambassadeur Conté a aussi planté le décor par rapport aux grands enjeux du projet Simandou 2040 en invitant les hommes d'affaires de Sri Lanka à explorer les opportunités pour un partenariat gagnant-gagnant. Cette présentation des lettres de créance ne laisse pas le président d'Issanayanka indifférent. Il a instruit son ministre des Affaires étrangères à avoir une séance de travail avec la délégation guinéenne où les deux parties pourront passer en revue l'ensemble des préoccupations, des questions d'intérêt commun, comme la désignation d'un consul honoraire de la République de Guinée, mais aussi d'autres questions relatives au renforcement des relations bilatérales mutuellement avantageuses. Une mission de l'enseignement supérieur est allée à la rencontre des cadres de l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. Il était question pour la mission d'avoir une idée du fonctionnement de cet institut, mais également superviser les activités de la rentrée scolaire. Des précisions avec Abraham Christophe Conté. C'est une visite de la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle est orientée vers l'Institut de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. La délégation vient s'enquérir du fonctionnement et du rôle de chaque département. En toile de fond, la question de la supervision des activités de la rentrée universitaire. Nous avons visité les installations de l'IFPICA. Nous apprécions l'effort qui a été mené par l'équipe dirigeante. Nos collègues de l'IFPICA travaillent dans un cadre appréciable, très propre. Nous avons visité notamment les départements de recherche et le département de la formation. Nous avons rencontré des cadres qui ont envie de travailler. Cette visite a permis à l'Institut IFPICA et la délégation de l'enseignement supérieur de passer en revue toutes les dispositions prises par rapport à la rentrée universitaire. À côté, les défis et des perspectives liées à la dynamique de l'Institut. Ceux dans le cadre de la drogue, mais également sur les activités de la formation qualifiée du personnel. On a mené une enquête qui a couvert tout le territoire national et qui a porté sur un échantillon de 4300-200 élèves. Donc nous projetons aussi de voir aussi au niveau du supérieur, de l'enseignement supérieur, les étudiants, la consommation. Donc on a pas mal de projets de collecte de données, puisqu'il faut avoir une base de données sur la drogue. Ça a été une opportunité de discuter de tout ce que l'Institut a comme défi et a comme perspective. Et à ce niveau, le directeur général de l'enseignement supérieur nous a rassurés et qu'il est à notre disposition et que le ministère fera tout pour mettre à notre disposition toutes les solutions qui nous permettront vraiment d'atteindre nos objectifs. Avec l'équipe dirigeante de l'Institut IFPICA et la délégation de l'enseignement supérieur, les échanges ont été orientés sur la question de la supervision de la rentrée universitaire. Cette visite a aussi permis à l'Institut de parler des activités déjà réalisées dans le cadre de la lutte contre la drogue et d'autres conduites addictives. À présent, notre rubrique rétrospective 2024, gros plan ce soir sur le département de l'information et de la communication. Ce ministère a bénéficié d'une attention particulière du président de la République, d'un soutien précieux du chef du gouvernement pour faire avancer le programme de couverture intégrale du territoire national. De nombreux sites de diffusion ont ainsi été réactivés pour faciliter l'accès à l'information dans la Guinée profonde, conformément à la feuille de route du ministre Fana Souma, qui s'est beaucoup investi sur le terrain cette année. Le commentaire est signé Tierno Ousmane Diallo. L'année 2024 a marqué un tournant dans la volonté du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, à faciliter l'accès à l'information à travers tout le pays par les médias publics.
À partir du mois de mars notamment, sous le leadership du ministre Fana Souman, une vaste opération de réhabilitation des sites de diffusion est lancée. Au bout de quelques mois, les sites de diffusion de Farana, Zérékoré, Kankan, India, Boulbiné, Labéi, Mandiana, Sigiri, Kouroussa et Télémélé ont été dotés d'émetteurs radio et FM. Dans la plupart de ces préfectures, cela faisait 10 ans que les populations ne recevaient pas les programmes de la radio et de la télévision nationale. Le réveil des sites de diffusion offre ainsi aux populations l'opportunité d'accéder directement au programme de la RTG avec une simple antenne TV, sans obligation de s'abonner à un quelconque opérateur pour recevoir les images et écouter les sons de la RTG. Conscient de la nécessité de faciliter l'accès à l'information pour les populations paysannes à travers les radios communautaires et dans les langues nationales, le gouvernement a accordé une attention particulière aux radios rurales cette année. Ainsi, plusieurs radios rurales qui étaient également sous silence ont été relancées. En mars 2024, les stations opérationnelles étaient au nombre de 20. 6 mois plus tard, toutes les 36 stations de radio rurales sont opérationnelles avec de nouveaux émetteurs de 500 watts installés dans plusieurs d'entre elles pour étendre leur champ de couverture. Aussi, la tenue de la 25e revue annuelle de la radio rurale de Guinée a permis de réviser la grille des programmes de ces radios pour les rendre plus efficaces et plus présentes sur le terrain aux côtés de leurs cibles en milieu paysan. Le programme d'équipement et de modernisation de ces radios a permis depuis mars 2024 de doter 17 radios rurales de consoles numériques et de systèmes d'antennes pour à la fois faciliter le travail des techniciens et améliorer surtout la qualité de son. À cela s'ajoute la redynamisation de la RKS Radio Kaloum Stéréo, dont la sphère d'écoute des émissions dépasse désormais le cercle du centre administratif pour toucher toute la haute banlieue de Conakry. La relance des chantiers de construction qui étaient à l'arrêt a été également l'autre élément caractéristique cette année au ministère de l'Information et de la Communication. À Boulbiné, la rénovation du siège du quotidien national Oroya traduit la volonté des autorités guinéennes à redonner un second souffle à ce journal. À Koloma, les travaux de construction des sièges du ministère et de l'Institut national de l'audiovisuel entamés il y a de cela 11 ans sont enfin achevé. 2024 a aussi été marqué au ministère de l'Information et de la Communication par une politique d'ouverture tant au niveau national avec les associations de presse qu'avec les partenaires au développement qui ont accompagné les initiatives de formation des journalistes à travers le Fonds d'appui au développement des médias et le Centre de formation et de perfectionnement aux techniques de l'information et de la communication. Toutes les directions du ministère de l'Information et de la Communication ont été touchées par le vaste programme de réforme. La RTG, suite à une retraite, améliore ses programmes. L'AGP, l'Agence guinéenne de presse, renforce l'intégration du digital dans la diffusion de ces informations. La Direction nationale de la communication et de relations avec les médias privés a entamé l'élaboration de la politique nationale et de la stratégie nationale de communication gouvernementale afin d'harmoniser toutes les actions de communication et permettre une meilleure visibilité des initiatives menées sur le terrain en faveur du développement socio-économique des populations. À l'international, la coopération avec la Chine a pris une nouvelle dimension avec le projet de 1000 points locaux pour l'accès à l'information et aux nouvelles par l'énergie solaire. Star Times accompagne ce projet inscrit parmi les projets prioritaires dans la coopération sino-guinéenne. 2024 aura été ainsi l'année du dynamisme au ministère de l'Information et de la Communication, ponctuée d'une reconnaissance des populations à l'endroit du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, pour le désenclavement des localités en matière d'information et de communication. À Pita, Bankor, Sigiri ou encore à Télémélé, partout, les populations ont marqué leur satisfaction. L'actualité nationale, c'est aussi la CEDEAO qui continue la mise en œuvre de son projet de sensibilisation des jeunes filles sur l'hygiène en milieu scolaire. À Boké et Bofa, les représentants de cette institution sont allés offrir des kits hygiéniques à plus de 500 filles. Ils ont également échangé avec elles sur la vision 2050 de cette organisation. Le point avec ça à Marathon. Une mission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, reçue par les élèves de la sous-préfecture de Kolabouyi, une localité de la préfecture de Boké.
Les émissaires de l'institution sous-régionale ouest-africaine sont venus sensibiliser les jeunes filles sur l'hygiène corporelle en milieu scolaire. Au terme des échanges, des kits hygiéniques sont offerts à 250 filles des écoles de la zone. L'accès à des produits hygiéniques et de qualité reste un défi pour beaucoup de familles et votre contribution permet de lever un obstacle majeur à la scolarisation des jeunes filles. Autre sujet abordé au cours de ces échanges, la vision 2050 de la CEDEAO. Elle s'articule sur le passage de la CEDEAO des États à celle des peuples. Un manuel expliquant le projet est mis à cet effet à la disposition des élèves. L'objectif de ce projet est de donner un peu de visibilité à notre institution régionale, raison pour laquelle la représentation résidente de la CEDEAO a réalisé une brochure qui contient certaines informations élémentaires pouvant permettre aux jeunes de prendre connaissance de la CEDEAO. À l'image de Kolabouyi, 250 filles des écoles de Bofa ont également bénéficié des kits hygiéniques de la CEDEAO. Le soin d'abord, un nouveau slogan au cœur de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la corruption. Après avoir sillonné plusieurs formations sanitaires du pays, les cadres de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance ont également visité l'hôpital préfectoral de Kouroussa pour échanger avec le personnel soignant le sens de la campagne de sensibilisation, lutter efficacement contre toute forme de fraude. Diamokaba. Dans la cité de Kamaralaï, l'Agence nationale de lutte contre la corruption pose ses tentes à l'hôpital préfectoral. La grande campagne de sensibilisation est lancée pour lutter contre toute forme de fraude. Pour ces professionnels, a priori, la stratégie est de prêter une oreille attentive pour cerner les enjeux de ce combat de la transition. Des conduites à adopter sont livrées. En prélude à la journée mondiale de lutte contre la corruption, nous, au lieu de prendre une seule journée, le 9, nous avons carrément pris une semaine consacrée à une campagne de sensibilisation et d'information à la notion de lutte contre ce fléau qui endie tous les efforts, qui annule tous les efforts de développement économique et social de notre pays. Donc nous avons fait Kindia, Mamou, Farana, Dabola. Aujourd'hui, nous sommes à Kouroussa. Nous avons trouvé que le lecteur et autour de lui, tout le personnel médical ont pris de très bonnes dispositions dans l'amélioration de la gouvernance de l'hôpital préfectoral de Kouroussa. L'éthique et la déontologie de la médecine au cœur des échanges pour favoriser la transparence et l'intégrité. Le cadre juridique est également débattu pour changer les mentalités dans le registre de la lutte contre la corruption. L'un des principes sacro-saints de la gestion aujourd'hui des biens publics doit être basé sur la gestion transparente. Doit être aussi basé de la bonne collaboration tout en s'inscrivant dans la dynamique de cette refondation aujourd'hui de l'État. La campagne annonce les couleurs de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Restaurer la confiance entre patients et personnel soignant est une préoccupation universelle pour une société juste et équitable. Formation et orientation à Farana des équipes d'audience foraine du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Objectif, élaborer un planning opérationnel et harmoniser les interprétations des dispositions législatives et réglementaires qui régissent les audiences foraines administratives. Sur place, on retrouve nos correspondants Ibrahima Oulim-Fofana, Silatiko. L'une des priorités du CNRD dans la refondation de l'État est la réforme et la modernisation du système de l'état civil et de l'identification des personnes physiques. Pour y arriver, le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC a été créé et le département en charge, l'administration du territoire, collabore avec celui de la justice. Je remercie très sincèrement Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, président du comité de pilotage du PNRAVEC, pour avoir pris l'initiative de matérialiser cette grande vision
de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui consiste à attribuer une identité juridique et numérique à tous les Guinéens. C'est surtout l'orientation des magistrats ainsi que des officiers d'état civil sur le programme national de recensement administratif d'allocation d'état civil, précisément les audiences foraines. Donc ça permet de parler ici à chaque acteur des rôles et responsabilités. Ce présent atelier précède les audiences foraines qui débuteront le 15 décembre. Durant cette rencontre de 2 jours, acteurs d'état civil et magistrats sont édifiés sur leur rôle dans le processus. C'est sur place qu'un requérant doit venir. Il est déjà identifié avec une première équipe qui est sur dans les quartiers et dans les secteurs, avec le chef secteur qui doit signer la fiche d'identification. Le chef de quartier remonte ça aux équipes de la session d'audience foraine là et qui doit statuer sur ça. La présence des magistrats est indispensable du début à la fin parce que par-delà tout, c'est eux qui certifient, qui établissent, qui feront l'enregistrement pour que les actes soient réputés authentiques et conformes à la législation. Les audiences foraines qui se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national ont une durée d'1 mois. Les magistrats, présidents et procureurs, les greffiers et les officiers délégués d'état civil vont se rendre directement devant les justiciables dans les chefs-lieux des communes urbaines et des communes rurales pour délivrer des jugements supplétifs aux concernés. La prévention des conflits, une priorité pour le système des Nations Unies. À la baie et Mamou, des acteurs sont réunis autour de la question, une initiative du système des Nations Unies. Abdoulaye Diallo commente les images de Sarafdine Diallo. La prévention des conflits, une des priorités du système des Nations Unies. C'est une des raisons de la tenue de cette rencontre sur la cartographie et l'analyse des conflits pour la consolidation de la paix en Guinée. Elle regroupe des acteurs de la société civile, des partis politiques, des religieux, des agents des forces de défense et de sécurité et des cadres de l'administration publique venus des régions de la baie et de Mamou. Nous, en tant que système des Nations Unies, on a juste créé un cadre qui permet à tous les acteurs du Moyen Guinée de eux-mêmes identifier tous les défis qui menacent la paix dans la région et les défis qui entravent la réalisation des objectifs de développement durable. À travers des travaux de groupe, les participants ont échangé sur l'identification des conflits et la proposition de solutions. Au sortir de cette rencontre, les acteurs seront amenés à vulgariser la notion de prévention et de consolidation de la paix dans les communautés et domaines respectifs. Faire la cartographie et l'analyse des conflits en cette période est une grande opportunité pour nous. Nous savons, nous, au niveau de l'environnement, il y a beaucoup de conflits qui étaient latents, qui étaient là. C'est à cette occasion qu'on profite pour les mettre à nu pour que ça puisse gérer de façon préventive. Les autorités exhortent ces acteurs impliqués à privilégier la communication qui est d'ailleurs un outil précieux dans la consolidation et la prévention de la paix. Les conflits sont d'origine diverses. Il y a le conflit de leadership, il y a des conflits domaniaux qui assaillent notre vie dans les collectivités. Depuis 2007, le système des Nations Unies, à travers le Fonds de consolidation de la paix, déroule des activités allant dans le sens de la promotion de la paix en Guinée. La mise en place du bureau des communes de Guinée, la région administrative de Zérékoré accueille une mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Pendant son séjour de travail, la mission va sélectionner 4 maires qui vont représenter la région au sein du nouveau bureau des communes, un bureau qui sera chargé de défendre les intérêts et les préoccupations des communes de la forêt. RTG Zérékoré, Mohamed Salioupaye, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Ces 4 présidents de délégation spéciale seront désormais les représentants de l'ensemble des communes rurales et urbaines de la région de Zérékoré au sein du Bureau national des communes de Guinée. Leur mission, défendre les intérêts et préoccupations des communes de la forêt.
c'est la concrétisation de la feuille de route du ministère de l'administration des territoires sur la décentralisation plus large et le renforcement du pouvoir des collectivités afin de garantir une meilleure prise en charge des citoyens. On a commencé le parcours depuis Gekedo pour le choix des points focaux au niveau de chacune des préfectures. Et on a terminé ce soir-là à retenir 4 parmi les 6 pour représenter la région dans le bureau national à Conakry. Ces élus-là vont défendre les intérêts des communautés de la région administrative des Zérekoré. Donc ils sont porte-parole des 6 préfectures dans le cadre du développement des collectivités de la forêt. L'honneur est grand, mais les attentes aussi sont immenses pour ces ambassadeurs de la région forestière. Convaincus de l'ampleur de leur désormais tâche, ils voudraient être à l'avant-garde de la gestion inclusive et participative des affaires publiques dans la région. Les 10 communes ont eu confiance en moi déjà de mettre à la tête des 11 communes urbaines et rurales. Je suis resté le premier encore au niveau de point focal. Moi je dis que c'est une satisfaction vraiment pour moi. Ça veut dire que je ne suis pas là, je ne suis pas venu pour commander, mais plutôt pour travailler pour la population à la base et pour toutes les communes maintenant de la forêt. Tous les points focaux de la région se sont retrouvés au niveau de la région pour pouvoir élire aussi les 4. Parce que les textes juridiques de l'association disent que vraiment il faut 4 par région et pour la région spéciale de Conakry, il faut 3. Les autorités locales et les citoyens attendent désormais que ces représentants puissent apporter des solutions concrètes aux défis du développement durable de la Guinée forestière. Pour clôturer les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, un cadre d'échange est mis en place pour impulser un changement de paradigme chez la jeune génération. Pour l'occasion, un roman a été présenté au public. C'est l'œuvre d'une jeune écrivaine qui, à travers ce livre, veut jouer sa partition dans la lutte contre les VBG. Reportage Mariam Kamara. Faite en 2 temps, cette rencontre a connu pour sa première phase une rencontre sur l'état des lieux des violences basées sur le genre en Guinée. Animée par des panélistes composés de différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de lutte contre les VBG. Ensuite, un roman a été présenté au public, une œuvre qui vient garnir les rayons des livres dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Son livre contient la vie de toutes les femmes, parce que ça relate les faits que la plupart des femmes, pourquoi pas toutes les femmes ont vécu d'une manière ou d'une autre, parce qu'on dit qu'une femme sur 3 est victime de violences basées sur le genre et par jour. Et à chaque 10 minutes, il y a une femme qui meurt dans le monde entier suite au VBG. Donc c'est ce qu'il a retracé ici. Je ne connaissais pas beaucoup de choses par rapport aux violences basées sur le genre. Maintenant, je pense que je suis à disposition de prendre des mesures et d'être un acteur majeur pour freiner ces violences basées sur le genre. Silence pluriel, un roman de 69 pages, a pris plus de 3 ans à son autrice. Ce roman, je l'ai écrit après être passé par les cas de violences basées sur le genre. Je l'ai rédigé vraiment comme pour briser le silence et aussi inspirer d'autres femmes à briser le silence et à se sentir valorisées, à ne pas se sentir honteuse d'être violentée, mais à être des actrices de la non-violence. L'idée est de provoquer un changement de paradigme chez les lecteurs. Un roman inspiré des faits réels qui se veut être une réponse aux violences basées sur le genre à travers des histoires touchantes qui relatent la mésaventure de plusieurs victimes. Dans l'actualité encore, l'ONG Fière d'être femme a entamé une série d'activités en faveur de l'émancipation et le bien-être de la couche féminine, une initiative élargie de dons de kits scolaires et de vivres destinés à certains élèves et orphelins de la capitale. Le récit avec Mikine Moussa Kamara, Mounir Bari. Une opération coup de poing contre les violences basées sur le genre. Elle est menée par les responsables de l'ONG Fière d'être femme. La structure est à l'école primaire de Barikawadou de Dixine pour un éveil de conscience chez les écoliers souvent victimes de violences physiques et psychologiques.
Une activité couplée à des dons qui interviennent sur fond des célébrations de ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Nous sommes venus pour sensibiliser les enfants parce que nous estimons que si à bas âge nous apprenons à nos enfants comment se comporter, quand ils seront grands, il n'y aura pas de problème. Les violences sont faites en général par des jeunes hommes ou des hommes sur les femmes. Et quand les enfants, hommes, garçons et filles sont sensibilisés, c'est sûr qu'à l'avenir, de tels comportements vont cesser. Des soutiens matériels sont apportés pour accompagner des femmes et des filles dans certains orphelinats. Regina Marie d'Équipé, la voix des sans-voix, des Simbaya Mosquée et le centre d'accueil et de réinsertion des enfants déshérités CIA d'Amdalaï sont des pensionnaires bénéficiaires. Je suis contente pour les dons. Envoyer pour les enfants. J'invite tout le monde. La porte s'est ouverte. Je demande tout le monde aide pour qu'il m'aide pour les enfants. Mon mari est décédé. Je m'avais laissé avec les enfants des hérités, des orphelins. Des femmes du secteur informel comme celle du marché Tanéné de Conakry sont orientées sur les notions de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et puis la Guinée s'apprête à lancer la 5e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, CNACIP, une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle vise à promouvoir une citoyenneté responsable. L'initiative va durer du 11 décembre au 17 décembre 2024. Suivi la déclaration du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation au micro de nos reporters. Citoyennes et citoyens de Guinée, chers compatriotes, dans quelques heures, nous serons appelés à magnifier les valeurs de la citoyenneté guinéenne à l'occasion de la 5e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, CNACIP, qui se tiendra du 11 au 17 décembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. Instituée par la loi L 038 du 28 juillet 2016, la CNACIP est organisée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix, ANACIP. Chers compatriotes, la CNACIP est une initiative de mobilisation citoyenne pour une meilleure promotion des valeurs civiques et républicaines, socle de vivre ensemble et de la cohésion sociale. La tenue de la CNACIP dans un contexte de refondation organisationnelle de notre pays est la preuve de la volonté des autorités de bâtir le développement économique et social de la Guinée sur le socle d'une citoyenneté responsable, pleinement assumée par tous les Guinéens. Une vision qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Simandou 2040. À cet égard, la CNACIP sert de cadre de sensibilisation et d'interpellation de l'ensemble du corps social sur les enjeux liés au développement de notre pays et sur la nécessaire conciliation de l'exercice des droits et libertés avec l'observation des devoirs vis-à-vis de l'État et des autres citoyens. Car l'usage d'une liberté rime avec une responsabilité à assumer. Dans la même dynamique et dans un esprit de solidarité gouvernementale, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme posera des actes à travers tout le pays pour interpeller les citoyens sur le respect et la valorisation de nos signes et symboles qui constituent des identités remarquables de notre pays. L'émergence d'une nation cohésive, forte et prospère que nous appelons de tous nos voeux ne peut être possible sans une appropriation par tous les Guinéens des valeurs fondamentales de civisme et de citoyenneté responsable. C'est pourquoi cette édition est placée sous le thème « Asseoir une citoyenneté démocratique responsable pour la construction d'une Guinée nouvelle ». Chers compatriotes, l'objectif visé à travers ce thème est d'amener les populations à prendre conscience de leur nécessaire contribution au processus de développement économique et social engagé par les autorités. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix est placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette année, l'accent est mis sur la formation des jeunes,
sur la prévention et la lutte contre les discours de haine. C'est une manière d'apporter des réponses appropriées à la problématique de l'engagement citoyen des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion nationale. Vive le patriotisme pour que vive la Guinée unie et prospère. Je vous remercie. On termine par le Festival international du Djembé, aussi marqué par des panels autour de la table des acteurs du monde culturel pour une série de formations. Elle porte sur les droits d'auteur et la création de contenu organisé à l'intention des journalistes culturels et des outils pour qualifier le secteur afin de permettre aux acteurs de mieux produire et tirer profit de leurs œuvres. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. En marge de la célébration du Festival international du Djembé, des panels sont organisés en faveur des acteurs du monde culturel. Une série de formations pour mieux promouvoir le secteur et apporter de la valeur ajoutée. La première session porte sur les droits d'auteur permettant aux acteurs de mieux produire et d'en tirer meilleur profit. Outiller les professionnels du secteur pour créer de la richesse à travers la monétisation de la musique par exemple. Ces professionnels-là du droit d'auteur, effectivement, ils restent à construire des structures, des sociétés qui vont créer de la richesse à partir du droit d'auteur. Et c'est pour ça que j'ai notamment présenté tout à l'heure ce métier d'éditeur de musique, qui est un corps, je veux dire, intermédiaire entre les créateurs et les pouvoirs publics et ceux qui effectivement vont monétiser la musique. Donc là on parle des plateformes notamment, on parle des médias, etc., etc. La seconde session porte sur la création de contenu organisé à l'intention des journalistes culturels. C'est pour permettre à ces derniers de mieux défendre les artistes et promouvoir leurs œuvres. Une initiative du ministère en charge de la culture à travers le Fonds de développement des arts et de la culture, FODAC. On se dit qu'à la sortie de cette formation, certainement, ils seront mieux outillés pour non seulement, je veux parler des journalistes, pour pouvoir créer des contenus afin de pouvoir mieux vendre la culture guinéenne, parce que c'est important, c'est pas seulement venir couvrir un événement, mais il faut couvrir de sorte que lorsque vous diffusez, que ça puisse apporter, qu'il y ait une plus-value au niveau de l'artiste. Mais également les acteurs culturels qui sont aussi là, les managers vont certainement pouvoir mieux défendre les intérêts de leurs artistes. Nous avons eu au total 25 hommes de culture, des journalistes, des médias privés, des médias publics qui sont venus prendre part à cette formation qui a démarré depuis le 4 et qui s'est clôturée aujourd'hui. Le panel a mobilisé plusieurs acteurs guinéens et étrangers, tels que Aziz Dieng de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'artiste sénégalais Didier Awadi. Tous venus pour partager leurs expériences avec leurs frères guinéens. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.